Son œuvre, au carrefour de plusieurs disciplines, illustre les transversalités et le dialogue fécond qui peuvent être initiés entre la recherche scientifique et les sciences humaines, entre le savoir universel et la pensée juive. Ses itinéraires de vie et de réflexion témoignent de son importance dans l'histoire des idées. C'est d'ailleurs le titre choisi pour notre colloque, Henri Atlan, figure majeure de la pensée contemporaine. Sa programmation a été pensée par et avec Henri Atlan, et j'en profite pour le remercier vivement de sa collaboration et de sa présence avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. Comment résumer 9 décennies d'une vie si riche d'engagements féconds dans de nombreuses disciplines? C'est entre Blida et Oran que se déroule son enfance, lui le benjamin d'une famille de 4 enfants dont les parents sont fonctionnaires. Dès 1941, il entre aux éclaireurs israélites de France à Blida, qui catalysent son arrivée en France après la guerre. Recruté par Robert Gamzon lui-même, fondateur du mouvement scout juif, il fait partie de la 3e promotion de la célèbre école Gilbert Bloch d'Orsay, l'école polytechnique du judaïsme, selon l'expression de Castor. En 1951, alors étudiant en 3e année de médecine, il est même engagé comme infirmier à l'ENIO, l'école normale israélite orientale, dirigée par le philosophe Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas, qu'il croise lors des colloques des intellectuels juifs de langue française, où il donnera 10 communications remarquées. Sa première participation dans ce cadre a lieu en 1976 et a pour thème « La vie ou la mort, biologie ou éthique ». Les premiers mots d'Henri Atlan qu'il prononce sont les suivants. Je le cite. « Je veux vous parler d'un vieux rêve de l'humanité, celui de l'unité de la loi morale et de la loi naturelle, celui d'un monde où le bien se confondrait avec le vrai, et puis avec le beau aussi, par la même occasion, pourquoi pas. Ce rêve est pas mal éclaté de nos jours, et sous de l'attitude comme un phénix, il renaît de ses cendres. » Ces mots, comme ces engagements, restent d'une cruciale actualité. Si Henri Atlan a développé une réflexion approfondie à partir des textes de la tradition juive dans leur résonance contemporaine, ses travaux de recherche scientifique sont précurseurs. Henri Atlan a été professeur de biophysique à l'Université Paris VI, ainsi qu'au Hadassah Medical Center de Jérusalem, où il a créé un centre de recherche en biologie humaine. En qualité de directeur d'études, il a enseigné la philosophie et l'épistémologie à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Ses recherches sur l'auto-organisation du vivant et la théorie de l'information l'ont fait connaître dès les années 70. Ils ont été la source de réflexions fécondes dans de nombreuses disciplines. Sa participation pendant 2 décennies, de 1983 aux années 2000, au comité consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, lui a permis de statuer sur les problèmes déterminants d'éthique que les sciences et les techniques soulèvent aujourd'hui. Son œuvre, illustrant les différents domaines de ses engagements, est riche. Son dernier livre, Croire ou ne pas croire, vient tout juste de paraître aux éditions InPress, et vous aurez la possibilité aujourd'hui de vous le procurer et d'avoir une dédicace avec le professeur Henri Atlan et Ariel Toledano, son co-auteur, qui nous en parlera cet après-midi. Plusieurs interventions de personnalités qui s'inscrivent dans sa filiation intellectuelle nous permettront d'appréhender la diversité, la pluralité et les avancées introduites par la confrontation créatrice des divers champs de réflexion du professeur Henri Atlan. Et c'est Franck Larowski, doyen de l'Institut Elie Wiesel, qui va ouvrir officiellement l'après-midi avec une introduction au colloque sur le thème « Sciences de la vie, sciences du livre, sciences de la personne, l'itinéraire intellectuel d'Henri Atlan ». C'est à vous, Franklin. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, cher Henri Atlan poursuit à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle la grande ambition des savants de notre temps, le rassemblement de toutes les disciplines, de toutes les sagesses, de toutes les cultures dans la compréhension de la vie, de la nature, de l'histoire, de la culture, de la pensée.
Il s'engage alors dans une entreprise audacieuse, risquée, avec prudence, rigueur, finesse analytique, conscience, lucidité. Il est loin des idéologies, loin aussi des modes de notre planète contemporaine. Aujourd'hui, l'Institut universitaire Elie Wiesel rend hommage à cette œuvre singulière et remarquable. Un chercheur et penseur qui fait partie de la poignée des professeurs fondateurs de l'Institut Elie Wiesel. Médecine, biologie, philosophie, interprétation des textes bibliques, talmudiques, kabbalistiques. Henri Atlan est professeur aux facultés de médecine de Paris d'abord, de Jérusalem ensuite, et membre honoraire du Conseil national consultatif d'éthique, où il développe précisément une réflexion sur la biologie et ses rapports à l'éthique contemporaine. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence en biologie, en médecine, en éthique, en pensée juive. C'était une figure majeure de ce que nous appelons l'école des pensées juives d'expression française, ce courant né au lendemain de la libération avec l'objectif de donner forme à une renaissance de l'héritage judaïque, un héritage méconnu et pourtant essentiel dans la construction intellectuelle du monde moderne. Et dans l'œuvre d'Atlan, défilent des concepts, des problèmes, des interrogations issus de toutes les branches du savoir. Organisation de la matière, système vivant, idéalisme et matérialisme, mémoire et langage, évolution de l'espèce humaine. Mais au-delà des laboratoires scientifiques, au-delà de la recherche pure, il engage une réflexion sur le monde du livre hébraïque, où il décrypte des idées majeures sur l'histoire de l'esprit humain. Je ne résiste pas à la tentation d'évoquer devant vous la surprenante interprétation qu'Henri Atlan donne des deux épisodes de la Genèse, le déluge et la tour de Babel. Les déluges où il voit une clôture catastrophique d'un monde insignifiant et indifférencié, un monde sans vie individuelle. La tour de Babel, dans laquelle il décrypte un moule de la planification totale dans un projet totalitaire qui enferme les hommes dans un futur préfabriqué. Car pour Atlan, les épisodes de l'écriture biblique ne sont pas simplement des pieuses homélies ou des fables fantasmagoriques. Ces épisodes, pense-t-il, ce sont des idées forces qui traduisent un récit les grandes questions de tous les temps. Or, le temps est ce qui me manque pour évoquer les belles intuitions de l'auteur sur des thèmes comme la croyance, la superstition, la propagande, l'idéologie, la politique, le pouvoir, la recherche, les états modifiés de conscience, la psychanalyse, la tentation occultiste. C'est une constellation de thématiques où, au-delà des sciences des objets, surgit l'autre préoccupation d'Atlan, les sciences de la personne. C'est une invitation à explorer le monde vécu des hommes, le monde de l'expérience des sociétés, le monde de l'aventure humaine dans sa
complexité et dans son altérité. Pour toute cette œuvre de recherche et de réflexion, l'Institut universitaire Elie Wiesel vous dit, cher Henri Atlan, toute sa reconnaissance. De l'école des cadres Gilbert Bloch d'Orsay, que Sandrine Schwartz vient d'évoquer, où vous avez encouragé la nouvelle génération à étudier et à comprendre les valeurs de l'héritage d'Israël, jusqu'à la faculté de médecine de Jérusalem, où vous avez formé les futurs médecins de la nation hébraïque au goût de la recherche et au souci de la relation éthique. En passant par le colloque des intellectuels juifs de langue française, où vous avez suggéré l'incroyable actualité d'une pensée 2 fois millénaire. Et vos enseignements et conférences à l'Institut Elie Wiesel, moment inoubliable, naviguant entre le Talmud de Babylone et le XXe siècle en Occident. Vous n'avez jamais cessé de nous étonner. Alors, en conclusion, parce qu'il faut bien conclure malgré tout, je formule un vœu, non pas un vœu pieux, mais un vœu. Continuez, Henri Atlan, à nous surprendre. Continuez à nous inspirer. Ad mea be'esrim, jusqu'à 120 ans. Et, bien entendu, je pourrais dire jusqu'à 120 ans et bien sûr au-delà des 120 ans. Merci. Bonjour à vous tous. Je tiens d'abord à saluer très amicalement Henri Atlan et à remercier les organisateurs de cette rencontre de m'y avoir convié. Si je ne suis pas présent parmi vous, uniquement par le truchement de cet enregistrement vidéo, c'est en raison d'un problème d'agenda qui me rend impossible d'être à Paris aujourd'hui. Et je suis très reconnaissant à Sandrine Schwartz d'avoir proposé cette solution qui est forcément un peu frustrante, mais qui me permet malgré tout de dire quelques mots ici, tout en étant ailleurs. Ici et ailleurs, ce n'est pas simplement en raison de cette parole enregistrée que j'ai choisi ces 3 mots pour titrer cette brève intervention. C'est bien plutôt parce que ici et ailleurs me semble constituer la formule qui caractérise le mieux la démarche d'Henri Atlan, le ressort interne de sa pensée, la dynamique de son œuvre. Reste à préciser en quel sens et de quelle manière entendre cet ici et ailleurs. Il ne s'agit pas trivialement de la prise en compte de 2 domaines, par exemple ici la biologie moléculaire, ailleurs la théorie de l'information, ou bien ici la science contemporaine, ailleurs la rationalité mystique, celle de la Kabbale ou celle du Tao, ou encore ici les dilemmes éthiques, ailleurs les théories morales. Bien sûr, cette dualité des registres est continuellement présente, elle habite chacune des œuvres d'Henri Atlan. Mais l'important à saisir est avant tout la dynamique du lien, la tension entre les pôles, l'interaction permanente entre des registres à première vue disparates. Or, il ne s'agit pas de comparaison, ce qui supposerait que les disciplines ou les types de rationalité mobilisés fussent considérés comme figés, statiques, et qu'ils fussent en quelque sorte abordés du dehors d'un point de vue extérieur qui les considérerait en surplomb. Ce n'est pas ainsi que se rencontre chez Henri Atlan ici et ailleurs. Les 2 pôles ne sont pas à proprement parler disjoints, tout en demeurant distincts. Ils ne sont pas non plus radicalement extérieurs l'un à l'autre, sans pour autant jamais se confondre. Ce qui compte avant tout, c'est la mise en œuvre de leur interaction. Cela vaut pour l'organisation biologique et la théorie de l'information, paru chez Hermann il y a quand même déjà un demi-siècle, pour Entre le cristal et la fumée, pour À tort et à raison, pour Tout, non, peut-être, pour les 2 volumes des Étincelles de hasard, et pour Croire et ne pas croire, paru chez InPress il y a seulement 4 jours. Il faudrait bien entendu montrer comment dans chacun de ces livres l'interaction ici-ailleurs se rejoue,
dans le détail, différemment, selon des modalités et des méthodes qui ne sont pas toujours rigoureusement identiques. Mais cela nous entraînerait dans des développements excessivement longs. Ce que je veux souligner d'essentiel, c'est la manière unique dont l'interaction ici-ailleurs est constitutive de la pensée et des découvertes d'Henri Atlan. Un seul exemple, À tort et à raison, publié en 1986, est sous-titré « Intercritique de la science et du mythe ». Il ne s'agit évidemment pas de fusionner science et mythe, de les synthétiser ou de les superposer en s'imaginant qu'ils disent la même chose, parlent de la même réalité, comme si les vieux taoïstes, ou mieux encore les maîtres bouddhistes, qui sont fondamentalement discontinuistes et anti-substantialistes, avaient anticipé intuitivement les découvertes de la physique quantique. Ce sont au contraire des aberrations de ce genre, celles de Fritjof Capra, du colloque de Cordoue et autres discours confusionnistes, qui ont provoqué la colère d'Henri Atlan et déclenché l'élaboration de son intercritique. Celle-ci signifie critique du mythe par la science et critique de la science par le mythe. Il s'agit bien de deux réalités non superposables et impossibles à confondre, de deux modes d'usage de la rationalité autonome, ici et ailleurs, qui s'autolimitent réciproquement et dont les tensions permanentes font émerger des questions nouvelles. Entre l'ici et l'ailleurs, ce qui importe à Henri Atlan, me semble-t-il, ce sont les espaces d'interaction, les allées et venues qui produisent de la pensée sous forme de paradoxes, d'apories, d'horizons, de perspectives, bref, ce qu'on pourrait appeler une pratique systématique des écarts féconds. Ouvrez les étincelles de hasard. Où donc se tiennent précisément le texte, le sens, le discours? Est-ce au centre de la page? Est-ce dans les notes alentour? Ni l'un ni l'autre. Tout se joue dans les allers-retours, les renvois, les passages incessants, entre ici et ailleurs. Il n'y a pas de centre, seulement des mouvements permanents. Voilà qui mérite d'être souligné et rapidement précisé. En effet, bien d'autres penseurs ont expliqué combien la condition humaine mêlait, au présent, la mémoire et l'anticipation, ou bien la réalité physique et les représentations symboliques. Que ce soit Bergson, Saussure, Wittgenstein ou Freud, auteurs pour le moins dissemblables, tous ont en commun de concevoir l'ici et maintenant constamment traversé et tissé d'ailleurs multiples, temporels et spatiaux. J'ai tendance à penser qu'avec Henri Atlan, il faut faire un pas de plus, pour apercevoir que les pôles dénommés ici et ailleurs ne préexistent pas simplement à la relation qui les met en rapport. Certes, la théorie de l'information de Shannon ou la Kabbale laurianique ou le texte de l'éthique sont relativement indépendants de l'usage qu'on peut en faire. Mais on aurait tort de les imaginer déjà donnés quelque part dans l'espace et dans le temps, comme des éléments disjoints, existant par eux-mêmes qu'il conviendrait de mettre en relation les uns avec les autres. Si l'on va jusqu'au bout de l'idée, c'est le « et » de la formule ici et ailleurs, qui fait exister d'un seul et même mouvement, ici d'une part, ailleurs d'autre part. Pour éclairer ce point, songeons à ce que dit le logicien bouddhiste Nagarjuna de la relation parent-enfant. Elle crée simultanément les deux éléments qu'elle semble relier, puisque les parents ne le deviennent que parce qu'ils ont des enfants. Pour le dire autrement, les parents créent biologiquement leur progéniture, mais ils sont créés comme parents par l'existence de leurs enfants. Aucun de ces deux termes, parent-enfant, ne préexiste à la relation de parenté, laquelle les fait advenir ensemble. Pour comprendre le mouvement spécifique de la pensée, qui me semble animer l'œuvre d'Henri Atlan, il faudrait donc généraliser cette modalité de relation créatrice des éléments qu'elle relie, et en affronter une à une les conséquences, qui ne manquent évidemment pas de se révéler assez vite, paradoxales et contre-intuitives. Par exemple,
si l'on envisage l'ici et l'ailleurs selon une modalité spatiale. Il faudrait envisager que ce soit la déambulation, la marche, le mouvement lui-même qui crée d'une certaine manière le point où l'on se trouve et les points qui sont censés être situés au dehors. Il faudrait alors mobiliser une topologie capable de décrire des points emboîtés ou superposés ou glissant les uns sur les autres, car jamais, dans les interactions mises en œuvre par Henri Atlan, il n'est question de ne plus être ici si l'on est ailleurs, ni de quitter les ailleurs quand on revient ici. Tout se répond, et tout émerge de ces interférences. L'organisation se crée à partir du chaos, le sens à partir de l'insignifiant, les valeurs à partir des jeux de force, selon le niveau de complexité des registres concernés. Il en va de même des ailleurs et ici temporels. Le présent n'émergerait que de la réorganisation du passé ou des évocations de l'avenir. Il faudrait encore s'aviser qu'ici et ailleurs ne sont pas des unités, mais des ensembles, des multiplicités, des nuages de possibles, entre lesquels la pensée travaille, en circulant entre leurs différences de potentiel, en scrutant aussi la part de hasard qui s'y révèle et qu'il s'agit de traverser. Je m'arrête une seconde sur ce dernier point, car je dois à Henri Atlan d'être parvenu un jour à cette étrange hypothèse. La dignité humaine consiste à avoir traversé le hasard. C'était à la fin des années 1990, au moment où nous travaillions à un livre sur le clonage humain, en compagnie de l'anthropologue Marc Auger, de l'historienne Nadine Fresco et de la juriste Mireille Delmas-Marty. Cette dernière m'avait expliqué comment les juristes ont le plus grand mal à définir positivement la dignité humaine, alors qu'ils savent fort bien décrire tout ce qui lui contrevient. Nous avions d'autre part conclu, comme Habermas le faisait de son côté au même moment, que le clonage humain reproductif était à interdire au principal motif qu'il duplique un génome humain préexistant, au lieu de laisser la loterie génétique en créer un nouveau. D'où cette idée au premier abord étrange que la dignité d'une personne, sa singularité unique, serait liée à la traversée du hasard qui a produit son génome. Je ne vais pas évoquer, rassurez-vous, plus de 40 années de rencontres, de conversations, de pérégrinations en compagnie d'Henri Atlan entre Paris, Jérusalem et quelques autres lieux. Il suffira de dire que nous avons ensemble parcouru pas mal d'ailleurs. Le livre sur le clonage nous a par exemple emmenés à Shanghai, à l'université Fudan où nous avons signé, sous la houlette de Mireille Delmas-Marty, la première convention sino-européenne interdisant le clonage humain reproductif. Nous avons aussi publié en 2005 un livre de conversation philosophique intitulé, tiens donc, « Chemins qui mènent ailleurs », histoire de dire autre chose que les bêtises heideggeriennes qui ne mènent nulle part, sauf à l'abjection. Qu'ai-je retenu de tout cela ? En dehors de 1000 souvenirs qui me sont chers mais qui n'ont pas leur place ici, je garde la conviction que la pensée est mouvement, écart, décentrement, ni ici ni ailleurs, mais voyage incessant entre les deux. Telle est pour moi la leçon majeure d'Henri Atlan, qui se trouve illustrée dans son œuvre par 1000 exemples. Je terminerai sur l'un d'eux. Emprunté à Spinoza, dont ne pas citer le nom serait en quelque sorte inconvenant. Dans l'Éthique, au livre 5, à la proposition 23, dans le Scoli, figure cette phrase très énigmatique « Sentimus experimur que nos aeternos esse ». Nous éprouvons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Je ne vais pas commenter cette phrase. Nous avons tenté de le faire dans Chemins qui mènent ailleurs et Henri Atlan y est revenu à plusieurs reprises dans ses travaux. Je veux simplement faire remarquer qu'on ne fait pas mieux que cet énoncé en matière d'ici et d'ailleurs. Chacun trouvera aisément pourquoi. Je vous remercie de votre attention et je vous dis mes amitiés.